Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel Moving On Insights. Nous avons le plaisir aujourd'hui de partager les travaux autour de la mobilité 100-500. Et pour vous présenter ça, j'ai le plaisir d'accueillir Juliana Buelvas d'Alstom, Anne Bardot de Stellantis, Laure Jobert de Michelin, et ils ne pouvaient pas être là, mais ont largement contribué aux travaux. Il y aura également Géraldine Pinol de Total Énergie et Bruno Bourdon de Moving On. Ce que je vous propose, c'est d'entrer directement dans le vif du sujet et que Juliana, par exemple, tu puisses nous présenter un peu le périmètre de cette étude. Merci Nicolas. Donc nous avons commencé cette étude au sein de la communauté sur justement la mobilité 100-500 km. Et c'est une mobilité qui est assez spécifique, dominée par la voiture dans les cadres européens. Donc c'est aussi une mobilité qui a besoin quand même de beaucoup d'investissements et qui aujourd'hui nous montre des besoins spécifiques pays par pays. Donc on a décidé de rentrer dans cette analyse des mobilités avec une approche multimodale. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans ce groupe de travail où on retrouve tous les modes de transport et pour essayer de trouver et voir comment on pouvait projeter cette mobilité. On a commencé l'étude en 2024, mais l'idée c'était de projeter l'étude de la mobilité en 2040 et voir comment, à travers d'un travail de prospective, on pouvait imaginer des différents scénarios et des évolutions différentes et contrastées de cette mobilité adaptée aux passagers. Donc, c'est une mobilité, comme je dis, c'est assez particulière, qui va beaucoup reposer sur la mobilité de loisirs, mais pas que, et qui va venir avoir des différents niveaux d'accessibilité, là, en fonction de où on va se trouver. Donc, notre idée, justement, c'était d'avoir cette approche multimodale pour voir comment on pouvait rapprocher la mobilité du passager. Bon, super. Et Anne, qu'est-ce qui, selon toi, caractérise cette mobilité 100-500 km? Alors, je pense que Juliana l'a déjà un petit peu introduit le propos. Alors, je dirais, on voit bien 100-500, c'est ni court, ni trop long, si je puis dire. Donc, ce que nous, on définit à travers ce 100-500, c'est vraiment des mobilités plutôt occasionnelles. Ça exclut les mobilités courte distance comme qu'on fait pour le commuting, le travail, les études, etc. Donc, c'est vraiment se concentrer sur ces trajets moyenne distance. Et comme l'a dit Juliana, c'est vraiment multimodal, c'est-à-dire qu'on a à la fois les possibilités à travers la voiture, mais aussi à travers le train, à travers le bus, et en plus à travers des services. Donc on voit, on a une pluralité de solutions et on peut faire un véritable trade-off. Et ce qu'on observe sur cette mobilité-là en particulier, c'est que la question du coût, elle est hyper importante. Et donc, c'est intéressant de regarder comment cette offre de mobilité moyenne distance, si je puis dire, va se développer et s'opérer dans le futur. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a abordé ce sujet. Mais donc, Laure, si je me place du point de vue des entreprises, que ce soit membre de Moving On ou au-delà, bien sûr, qu'est-ce que ça peut apporter? À quoi ça sert? Alors, pour ceux qui connaîtraient pas, par exemple, la prospective, déjà, s'il y en a dans la salle, il faut bien faire la différence entre déjà prospective et prévision. Donc, on n'est pas là pour prédire les modèles absolument du futur. On est vraiment là pour créer des stress tests, en fait, des stratégies actuelles. Moi, j'ai tendance à dire que le scénario, c'est pas le but ultime de la prospective. En fait, le scénario, c'est un outil parmi d'autres qui permet de se projeter dans diverses situations possibles du futur. Et c'est très important le mot possible, c'est-à-dire que c'est pas de la science-fiction que basé sur de la créativité, c'est vraiment basé sur une approche systémique. Et on y reviendra quand on verra les scénarios. Donc voilà, quels sont en fait, de manière systémique, quels sont les cadres possibles pour le futur, afin ensuite de se demander, là-dedans, en fait, en tant qu'entreprise, dans ce monde-là,
qu'est-ce que je pourrais proposer, qu'est-ce que je pourrais apporter, etc. Et ce qui est frappant pour moi, c'est aussi bien les opportunités qu'un scénario peut ouvrir, que aussi la révélation des inerties. On verra que dans les 4 scénarios qu'on va présenter, la part de la voiture, elle reste archi présente, quoi qu'on entende, etc., partout, parce qu'il y a des forces inertielles aussi qui régissent ces scénarios. Donc, j'aime autant les constantes que les variables pour ma part. Je trouve ça vraiment important de se projeter dans des futurs sans se baser sur des opinions, des croyances, etc., et de manière toujours systémique. Oui, ça me fait penser à Jeff Bezos qui disait bien, effectivement, avant de regarder qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne va pas changer dans les 10 prochaines années. Très important. Ouais. En fait, vous avez travaillé sur 4 grands scénarios, même s'il pourrait y en avoir plein d'autres, ou de les croiser. Ce que je vous propose peut-être, c'est de les présenter un peu rapidement chacun. Après, vous pourrez, dans l'audience, les retrouver complets, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir cette logique un peu d'explication par des humains et uniquement par la lecture. Je ne sais pas, est-ce que Juliana, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Oui, je vais donc vous partager juste un visuel pour cette partie scénario. Donc, il y en a 4 scénarios en effet, comme on vient de dire. On commence par les premières il s'appelle la révolution de la mobilité partagée. C'est un scénario qui est très important parce qu'il tombe sur un contexte global où il y a beaucoup de crises systémiques, il y a quand même pas mal de questions géopolitiques qui se posent. Donc, l'Europe, en tout cas, doit trouver une solution à sa mobilité dans un contexte assez restreint. Donc, l'Europe va venir renforcer ses leviers sociaux et collectifs. Et dans cet scénario, on voit une mobilité qui va vraiment répondre à ça, avec une mobilité plutôt bas coût, qui pourra vraiment être à l'accessibilité de tout le monde. Donc, dans cet scénario, c'est une évolution. On va voir une évolution déjà de la demande de mobilité. Donc, ça veut dire que la demande de mobilité va croître et, et il va être soutenu par une mobilité qui est accessible à tout le monde, mais aussi beaucoup plus partagée. Donc là, on va voir qu'il y a des innovations qui se décollent un peu partout. Là, bien sûr que la voiture reste archi présente. Donc, les points de départ, c'est important de les dire, dans cette mobilité 100-500 km aujourd'hui, et 2024-2025, on compte plus ou moins 72% des parts modales pour la voiture. Donc ça, c'est les points de départ de tous les scénarios. Donc après, dans ce scénario, on va voir cette part modale augmenter, mais parce qu'il y aura de covoiturage et de la voiture partagée. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de personnes qui voyagent. Donc, la taux d'occupation de la voiture, elle est plus importante. Ça veut dire que ça fait augmenter les kilomètres passagers attribués à la voiture. C'est pour ça qu'on voit la part modale de la voiture augmenter. Mais on voit aussi les modes qui sont des partages publics. Donc, les trains et les bus vont aussi augmenter. Et parce qu'il y aura plus de lignes dédiées et il y aura aussi une approche de plus de capacité à donner, à la fois avec des trains en double étage plus capacitaires et autres, et aussi avec des coachs qui ont des lignes dédiées qui vont permettre à la mobilité 105 km de devenir moins chère et plus accessible à tout le monde. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal d'innovations qui se déploient dans ce scénario. C'est un scénario dominé par les partages des moyens, donc par les partages des assets, quoi que ce soit la voiture, les trains ou les bus. C'est un scénario aussi qui va reposer énormément dans les bons partages digital qui va permettre aux passagers vraiment de retrouver les bons modes de transport tout au long de leur journée. Et il va aussi reposer sur un point d'échange ou des stations d'échange où les passagers pourront renforcer cet covoiturage et pourront aussi renforcer l'aspect multimodal. Donc, à la fin du jour, on va retrouver des innovations qui vont tous être axées dans la multimodalité de ce trajet 100-105 km.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que même si vous êtes projeté à 2040, il y a déjà des questions qui se posent aujourd'hui et en prenant vos 4 scénarios, ça permet aussi de les éclairer pour faire des analyses. Anne, est-ce que tu pourrais justement nous présenter un deuxième scénario, s'il te plaît? Ok. Alors, ce scénario, c'est un scénario pas très optimiste. Vous voyez dans le titre, The Great Divide, parce qu'il repose en fait sur trois éléments assez clés. Le premier, c'est l'abandon de l'idée de décarbonation comme une ambition collective, hein, finalement, parce que chaque nation va un peu prioriser ses intérêts particuliers et va être drivée plutôt par une approche un peu protectionniste. Donc on est dans un monde plutôt fragmenté. L'échec de cette transition, et comme l'a évoqué Juliana, il y a beaucoup de crises successives qui vont générer une augmentation des prix de l'énergie, et ce qui va impliquer une baisse de la demande de mobilité. Donc là, c'est ce qu'on voit dans ce scénario, on a une diminution importante. Il n'y a pas vraiment de développement technologique qui permette une mobilité abordable. Ce n'est pas du tout ce qu'on a mis en avant dans le scénario. C'est un peu du chacun pour soi. Et la fragmentation fait que, de manière naturelle, il n'y a pas de coopération vers la mobilité. Donc les conséquences, en fait, sont assez simples, hein. La mobilité va se développer surtout pour les plus riches et se réduire pour les plus pauvres. La part de la voiture va rester importante. Euh, Même si en fait on voit une diminution, elle reste quand même assez importante au regard des autres moyens de mobilité, mais c'est surtout qu'elle reste importante pour les plus riches, et les plus pauvres sont obligés de se rabattre sur des solutions moins chères. Donc ça, c'est important. Alors, après, il y a un aspect qu'on peut regarder un peu de développement dans le temps, si on peut aller sur qui me semble intéressant, c'est que sur le plan social, en fait, on voit qu'il y a une redistribution, sur le plan social, pardon, la distribution des richesses en Europe qui était plutôt favorable, hein, parce qu'on a des coefficients de Gini assez importants, assez bas, pardon, en 2025. Ça va se dégrader dans le temps. Le vieillissement aussi de la population, les crises de confiance, le développement de communautés fermées, tout ça va faire qu'on a ce repli sur soi. Sur le plan politique, on est plus dans des horizons de populisme qui se développent avec des priorisations sur l'identité nationale. Les taxes augmentent, donc on est dans un contexte un peu compliqué d'un point de vue économique, puisque en fait en Europe, les États vont perdre un peu leur crédibilité internationale, le taux de chômage va augmenter. Vous voyez, c'est pas un scénario très, très heureux. Mais quand même, les États mettent en place des revenus un peu universels pour pallier à cette situation. Et sur le plan environnemental, ce qu'on dit, en fait, c'est que l'Allemagne va renoncer à l'ambition carbone net zéro. Les investissements dans la transition énergétique vont décliner. Et donc, tout cela va faire qu'on va aller vers un horizon en fait d'abaissement de la mobilité en général. Juste, Voilà. excuse-moi, tu as cité l'indice de Gini. À Ouais. quoi ça sert? Ça sert à mesurer la répartition je dirais, de l'argent entre les différentes populations. Donc, on regarde la distribution des revenus, et souvent, plus l'indice est haut, plus les richesses sont, je dirais, captées par une petite partie de la population. Plus l'indice est bas, plus la richesse est répartie sur l'ensemble de la population. Voilà, donc ça, c'est important d'avoir ça en tête parce que c'est quand même des indicateurs d'évolution, et pour nous, c'est important de voir justement qui va pouvoir accéder derrière à la mobilité ou pas. Donc, dans ce scénario, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même un effet, on appelle ça d'avanisation de l'automobile. Ça veut dire que les gens vont garder leur voiture plus longtemps, vont essayer d'entretenir la voiture. Comme il y aura une faible croissance du véhicule électrique, on va trouver des solutions à travers justement cette avanisation de l'automobile.
Il y aura aussi de développement de trains à forte capacité, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant, pour offrir la mobilité à tous. Et puis, dans ce monde un peu, je dirais, euh, qui est en pleine rupture, hein, on va dire, il y aura la création quand même de phénomènes de solidarité, notamment à travers des taxis solidaires, du service shuttle, etc. Donc voilà, c'est un peu le paysage et le futur qu'on a détruit, qu'on a décrit, pardon, qui finalement permet pas l'avènement de moyens de mobilité nouveaux, ni, je dirais, le développement d'une ou d'autre modalité de mobilité. Alors, dans le chiffre du jour de The Economist, 9 milliards, c'est la valeur des désinvestissements chinois des renouvelables américains depuis 2025. Donc on voit qu'effectivement, il peut y avoir une tendance pour ne pas aller vers le green. Mais est-ce que vous avez étudié un autre scénario justement en disant, ben non, au contraire, avec le climatique, on arrive à avoir une piste verte? Justement, il s'appelle les New Green, les nouveaux vertes. C'est un contexte particulier dans lequel on a vu une évolution et qui est d'abord censé devenir d'un choc et qu'on va subir tous entre 2025 et 2040, vu l'augmentation de toutes les catastrophes climatiques. Donc là, on va vraiment retrouver un point de bascule qui va surtout avoir lieu chez les citoyens, parce qu'on va justement se rendre compte qu'on rentre dans des moments très complexes, à la fois individuels et collectifs, parce qu'on va voir les conséquences directes du changement climatique, et d'où les besoins de renforcer une tendance verte, entre guillemets, va être de plus importante. Donc, dans ce contexte, on va venir vraiment introduire des restrictions de mobilité, et à la fois tirées par les citoyens et à la fois par les besoins inédits de consommer moins, de se déplacer moins et de consommer moins d'électricité. Donc, dans ce contexte, on va avoir une évolution dans laquelle la demande totale de la mobilité va plutôt descendre de 4%, et ça a mesuré un kilomètre passager. Donc, ça veut dire à la fois il y aura moins de gens qui vont voyager, et en plus moins de kilomètres. Et dans ce scénario, bah, les parts modales vont pas trop changer. Par contre, ils vont beaucoup plus y aller vers la décarbonisation. Donc, c'est les plans où on retrouve les plans de l'électrification de l'Europe, dans lesquels on va essayer, surtout pour la voiture, de retrouver un équilibre beaucoup plus proche de l'électrification décarbonisée. Donc, on va avoir énormément des investissements justement dans l'infrastructure des bandes de recharge. On va avoir également une électrification de la voiture et des bus qui va être très important justement pour pallier la crise liée à toutes les ressources clés. On va retrouver des innovations dans tous les sens. D'abord, pour les rails, qui est vraiment un système capacitaire, il va avoir un fort investissement dans son réseau high speed ou à haute vitesse tout au long de l'Europe, ce qui permettra vraiment que les rails deviennent une espèce de colonne vertébrale de cette mobilité 100-500 km. À la fois, on aura un fort investissement dans la partie électrification, comme je disais, avec des innovations dans la charge rapide, mais aussi avec des innovations au niveau de la voiture elle-même. Donc, on aurait des voitures qui sont beaucoup plus petites et beaucoup plus adaptées à la mobilité et des individuelle, mais aussi qui permettrait aussi d'avoir de la mobilité électrique à courte distance. Donc, des voitures, par exemple, qui vont viser les segments entre 100 et 200 km.
Et après, on aurait aussi des open source vehicles, c'est ce qu'on appelle, qui sont des plateformes qui viendront transformer une espèce de source de la mobilité et qui permettra à une nouvelle type de mobilité de s'installer avec beaucoup plus d'options aux citoyens. Et tout ça, il sera dans le temps soutenu par cette législation qui permettrait ou qui s'introduirait, qu'on appelle les Green Pass ou les Green Passport, qui viendraient être vraiment les drapeaux de cette mobilité, dans lesquels, quand on va connecter la mobilité des gens à la partie fiscale, donc ça va permettre aux gens de retrouver des économies dans la fiscalité grâce à leur mobilité qui est plus ou moins verte. Donc finalement, on va connecter notre apport aux impôts et à la fiscalité avec une passeport verte qui permettrait vraiment mesurer et encourager les gens à avoir une mobilité beaucoup plus décarbonisée. Donc à la fin, tout ça s'est fait dans une réponse à un bloc qui fait l'Europe pour pallier en fait la crise mondiale avec des pénuries de ressources et aussi beaucoup de catastrophes liées à ce changement climatique. Mais d'ailleurs, donc pour rappel, vous êtes concentré sur l'Europe, parce qu'effectivement, en fonction des plaques continentales, ça peut être Tout à différent. fait. Mais est-ce qu'il y a donc on parlait d'un quatrième scénario, la quatrième dimension. Laure, est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, alors on va changer totalement d'histoire, radicalement d'histoire. Je vous présente le scénario qu'on a appelé On the Road Again. Il marque, on va dire, si on devait quantifier deux choses qui marquent dans ce scénario, c'est que c'est un scénario où la demande de mobilité augmente fortement. On est autour de plus 15% de mobilité. Et où la part de la voiture, vous vous souvenez, on avait dit qu'elle est aujourd'hui à 72%, la part modale de la voiture dans ses déplacements 100-500, elle passe à 75%. Donc, en fait, ce scénario décrit une sorte de réavènement de la mobilité en voiture, mais évidemment d'une nature différente et suite à certaines crises. Dans ce scénario, ce qu'on imagine, c'est que après avoir vécu pas mal d'incertitudes, etc., l'Europe s'est organisée différemment, avec beaucoup plus de pragmatisme, avec beaucoup plus d'alliances publiques-privées, ce qui fait que des initiatives, en fait, pour la mobilité se sont développées soit à des échelles territoriales différentes, soit avec des alliances privées-privées, publiques-privées, etc. Voilà, il faut imaginer vraiment une flexibilité beaucoup plus forte de l'État, enfin en tout cas des institutions européennes, qui a permis en fait à une mobilité beaucoup plus servicielle, on va dire, de s'installer. Il y a des enablers technologiques aussi qui ont complètement permis à cette mobilité de changer et à la voiture de redevenir en fait un mode de mobilité archi privilégié. Il y a évidemment le software defined vehicle. Il y a aussi tout le sujet de l'hydrogène sur les bus. Vous voyez quelques images ici. Et l'éclosion en fait de nouveaux services. Donc là, vous avez quelques exemples qui illustrent ce que je viens de vous dire. Yugo, donc imaginez en fait une app qui pour chaque trajet vous propose exactement la meilleure solution intermodale, seule, à plusieurs, etc. Avec bien sûr l'IA comme enabler. En haut à droite, vous voyez l'idée que votre véhicule est un asset, donc vos bagages peuvent être transportés par quelqu'un d'autre qui fait un trajet. Donc, il faut vraiment imaginer que la voiture, elle est devenue un asset qui permet à tout un tas de services de se développer. Et le frein à me déplacer, par exemple, par un autre mode, le frein du bagage est levé parce que c'est quelqu'un d'autre qui va transporter mes bagages, par exemple. Vous avez les solutions de platoning, donc avec les technologies vehicle to vehicle ou vehicle to infrastructure, avec en fait des véhicules semi-autonomes qui fonctionnent en convoi. Vous avez les véhicules dits récréationnels, donc les camping-cars, etc., qui circulent, qui sont un peu mi-voiture, mi-maison, qui vous permettent de travailler. Et puis, vous avez l'avènement de l'hydrogène, deuxième partie peut-être de période, qui permet d'améliorer aussi les mobilités en bus. Peut-être ce qui est important à lire, je voudrais juste pointer sur quelque chose, pardon si tu pouvais revenir à 2030. Voilà. À 2030, un fait marquant qui permet à ce scénario d'exister,
c'est l'Europe. Donc, vous voyez, je vous parlais du modèle systémique. On voit bien là une approche PESTEL, hein, politique, économique, sociale, environnementale, légale, et avec l'innovation au-dessus. Vous voyez bien qu'en 2030, l'Europe encourage de plus en plus les partenariats ad hoc pour permettre de se rattraper sur la transition écologique. Donc, plutôt que de dire on fait des normes qui vont être suivies, qui vont revenir en arrière, qui vont revenir, etc., ce stop and go qu'on connaît un peu aujourd'hui, on voit bien ici le pragmatisme qui s'installe et qui permet à cette nouvelle mobilité voiture de s'imposer. Voilà, avec, je crois que j'ai à peu près tout dit. Peut-être aussi une précision sur l'avion. Dans ce scénario-là, la voiture, elle devient aussi de plus en plus dominante parce que l'avion vraiment se consacre aux distances plus lointaines, donc les plus de 500 km. Et là, comme on est dans le 100-500, là, c'est la voiture qui s'assume et qui s'impose de manière pragmatique. Bon, bah, c'est super, en tout cas bravo, parce que ça donne en plus 4 grandes dimensions. Alors, par rapport à ça et par rapport à votre entreprise, votre organisation, qu'est-ce qui vous a le plus soit marqué, soit perturbé, soit intéressé? Je sais pas, Juliana, par exemple? Bon, en fait, c'est la pluralité des scénarios qui nous a en effet amené sur pas mal de conclusions différentes. Si on prend déjà la partie mobilité partagée, ça met en lumière les besoins de vraiment adapter nos produits et services à la multimodalité. C'est clair que cette interconnexion, c'est vraiment la réussite qu'il pourrait y avoir pour que les modes de transport ferré puissent vraiment y arriver et faire les longs trajets complets. Donc, ce qui permettrait aux passagers d'y aller de porte à porte. Donc, vraiment un focus multimodalité qui nous amène de plus à travailler sur les interfaces qu'on pourrait y avoir dans les points multimodaux entre les trains et les autres modes de transport. D'autre côté, par exemple, dans les scénarios New Green, on voit vraiment que pour qu'il y ait vraiment un investissement dans l'infrastructure, qui est absolument nécessaire pour que les modes ferrés puissent vraiment être à l'auteur de devenir vraiment le backbone de la mobilité. Donc, il est nécessaire d'avoir un investissement au niveau infrastructure européen pour que justement on puisse vraiment ramener les trains à toutes les destinations possibles entre les grandes villes et les villes moyennes. Et et en plus, je dirais qu'à travers tous les autres scénarios, on a vu quand même une nécessité d'avoir un focus sur les cycles de vie des trains. Parce que de toute façon, bah, les trains sont conçus pour une durée de vie assez large, 30 ou 40 ans. Par contre, quand on va vraiment étaler cette durée de vie, et, et parce qu'il n'y a pas assez d'investissement ou parce que les gens ont besoin vraiment de monter en cadence, et nous avons besoin de revisiter notre analyse cycle de vie, de revisiter comment on fait la maintenance et voir comment on peut justement proposer à nos clients et des voitures, des voitures, des rolling stock qui vont vraiment perdurer dans le temps et qui vont rester à mesure de leur investissement. Oui, parce que ce qui me marque en tout cas dans tous les travaux, on voit bien quand j'allais dire la friction ou l'inertie des différents modes de transport, mais vous avez quand même travaillé sur ces 4 angles, sous ces différents exemples. Je ne sais pas, Laure, hein, qu'est-ce qui t'a marqué ou qu'est-ce qui t'a impressionné? Plusieurs choses. Bah, déjà, je tiens à préciser que moi, en plus, j'en parle d'autant mieux que de ce qui m'a marqué que je n'y ai pas participé moi-même. C'est Chine dans l'équipe qui y a participé. En vrac, bon déjà moi je trouve le scénario shared particulièrement décoiffant quand on est une entreprise. On n'est pas tout à fait habitué à parler autant usage, partage. On n'est pas non plus habitué à parler bas coût, qui est quand même le mantra du scénario. Donc celui-là, si je devais oser en citer un qui m'a particulièrement décoiffé, à titre personnel, ce serait celui-là, parce qu'il pose énormément de questions sur l'existant, sur la manière dont on travaille aujourd'hui. Et sinon, ce qui me marque dans l'exercice, c'est
la réflexion par l'usage plutôt que par le produit. On a tendance à penser à l'avenir de la voiture. On pense de manière très verticale, la voiture, le train, on pense moyen de transport, mais en fait, c'est bien l'usage qui compte. Et on l'a vu dans tous les scénarios, dans les innovations qui peuvent émerger. Elles sont toutes mis quelque chose. Elles sont souvent croisées entre un apport technologique, un apport légal et une multimodalité. Il y a toujours quelque chose de cet ordre autour. Je trouve aussi intéressant le lien de la voiture, par exemple, comme asset. Comment on passe de voiture comme moyen de se déplacer à un asset. Et peut-être le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est la lucidité des 4 scénarios. Parce qu'en fait, ils sont tous différents. Mais dans le fond, ils apportent tous il n'y en a aucun qui est parfait. Ils apportent tous un regard à peu près lucide sur des possibles. Enfin, vraiment, il n'y en a aucun, je pense, dans lequel on ne peut pas se projeter aujourd'hui. Ils ont tous un fondement lucide sur les systémiques. Mais si on prenait la liste des innovations qui sont proposées, on pourrait les appliquer à plusieurs. Et ça me plaît. Parce que finalement, la créativité qui en émerge, elle n'est pas applicable seulement à un scénario. Ouais, c'est ces logiques d'intelligence collective, non seulement pour construire les scénarios, mais ensuite demain pour appliquer des éléments, soit au sein d'une communauté pour l'impact Moving On, parce qu'il y en a déjà qui travaillent sur ces sujets, soit d'en créer d'autres ad hoc, voire même en dehors de l'écosystème Moving On, mais parce que ça peut inspirer des cas pratiques, voire même tirer d'autres innovations dans ces cours. Exactement. Et les idées d'innovation ne sont pas enfermées dans leur scénario, elles deviennent un commun, une idée qui pourrait être développée et elle se libère de son scénario, ce que je trouve intéressant aussi. Ouais, je rebondis parce que typiquement, on est une association côté Moving On et c'est du bien commun. Donc, si vous avez envie de prendre ces éléments et de les, un peu comme Picasso, de les copier ou de les inspirer, tant mieux, c'est fait pour ça. Anne, est-ce que toi, justement, avec une autre perspective en termes d'industrie, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, moi, ce qui me marque le plus, c'est que je pense que dans aucun des scénarios, la voiture ne doit rester ce qu'elle est aujourd'hui. C'est surtout ça. Elle doit se transformer, se réinventer à travers le produit en lui-même ou à travers des logiques de service. Parce que soit on doit mieux répondre encore aux enjeux net zéro carbone, soit parce qu'elle sera plus abordable, soit parce que l'environnement technologique va changer considérablement ce qu'elle est aujourd'hui par essence. On parlait de platooning, on parlait aussi de solutions de partage et avec tout l'environnement qu'on a de connectivité. Donc, je pense que voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous aide à nous projeter, comme disait Laure, sur des futurs possibles qui, moi aussi, me semblent cohérents, consistants. Enfin, on vit des événements aujourd'hui, on vit des choses aujourd'hui. On peut analyser d'ailleurs à travers ce que disait Laure, le pestel ou le STIP, qu'importe, mais qu'on voit qu'il y a des choses qui se transforment et clairement, on va avoir un repositionnement de la voiture parmi les différents moyens de transport. Il y a même une relation même à la voiture qui est en train d'un peu de changer avec les gens, peut-être sur des pratiques de mobilité plus locales. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que nous, ça nous permet de nous ouvrir à ces possibles-là et d'être très conscient qu'il y a une transformation qui est vraiment en train de s'opérer. Et c'est pas que de passer, je dirais, de l'essence à l'électrique. C'est la voiture en elle-même qui se transforme et de son usage et de sa place dans la société, etc. Voilà. Et je pourrais, si je peux rajouter, je pense que tous les modes de transport, comme on dit, se transforment. Et surtout, il y a l'aspect passager, usager, la désirabilité vis-à-vis des passagers finaux, qui doit rester un objectif clair pour tous les modes de transport pour pouvoir, en effet, récupérer la demande de transport en 2040. Ça se voit à travers tous les scénarios. Oui, et ça rejoint en fait toutes les parties prenantes, aussi bien parce que vous parliez de l'Europe, que ce soit des réglementations, ça peut être aussi des élus locaux, des utilisateurs, les autres qui regardent passer en disant non, c'est pas pour moi, ou au contraire, comment leur donner envie de faire évoluer leurs pratiques. Et donc, par rapport à ça, justement, en termes d'évolution de pratique, quand vous avez pris ces éléments, au-delà de ce qui vous a marqué, comment vous arrivez à le ramener dans votre entreprise, dans votre organisation? Comment est-ce que vous faites?
De notre côté, nous avions un focus très innovation. Donc, pour nous, cet exercice nous a permis vraiment de revisiter beaucoup des innovations possibles qu'on pourrait apporter à notre produit, mais aussi à nos services. Donc, l'idée, c'était voir comment ces services pourraient être vraiment au service du passager final et voir comment, en interaction avec les autres modes de transport, avec leur évolution, on peut nous aussi faire une évolution de nos produits. Donc, pour nous, il y avait quand même un focus innovation très importante à l'utilisation de ces scénarios. Et on a aussi, je pense, mis un focus également sur les financements nécessaires qu'il faudrait y avoir pour amener ces innovations à terme, mais aussi à l'infrastructure qui est nécessaire et quel business model, justement, on pourrait mettre en place pour avoir des produits et services qui s'adaptent à ce type de mobilité. Donc, il n'y a pas que les produits qui évoluent. Il y a les services adossés aux produits qui est très importante, les comment on donne vraiment un accès aux passagers pour amener à un résultat où l'accessibilité est la meilleure pour tout le monde. Donc, je pense qu'en plus de l'innovation technologique en soi qui est très présente dans nos produits, il y a beaucoup d'innovations au service et au business model. Ben, ça rejoint à ce que tu disais, Laure, tout à l'heure sur la logique d'écosystème, effectivement. Et donc, toi, comment tu l'as ramené Alors nous, on est un peu différent de Alstom ou Stellantis dans ce contexte parce qu'on n'est pas, on ne crée pas un moyen de transport. En revanche, on crée évidemment des produits qui équipent les moyens de transport et des services. Donc nous, on les utilise fondus avec d'autres choses, c'est-à-dire que c'est plus finalement ce qu'il en sort que les scénarios eux-mêmes qu'on utilise. Mais vraiment, l'angle qui est intéressant pour nous, c'est de se mettre à se dire 100, 500, en fait, de parler en usage plutôt qu'en catégorie de véhicules, type de besoin, etc. Moi, je trouve que cet angle vraiment d'y aller par un distance, et puis j'ai vu une question passer dans le chat qui correspond à ça, en se posant la question de la raison et façon de se déplacer dans cette distance, pourquoi on se déplace entre 100 et 500 km, quelles sont les raisons, etc. Donc nous, voilà, ça va être en fait, on ne les a pas utilisés de manière directe, on n'a pas fait des ateliers de créativité 100, 500 chez nous, on a plutôt utilisé ces angles pour d'autres questions autour des produits et services. Voilà. Et aussi pour évaluer nos vulnérabilités au passage, pas seulement pour l'innovation, mais aussi pour se demander qu'est-ce qui pourrait nous rendre vulnérables et quelles seraient donc les opportunités de robustesse dans chacun de ces 4 scénarios. Ce que j'aime bien, c'est ce que tu dis, c'est le côté de pas de côté, parce que même si vous prenez ces travaux disant, mais finalement, c'est pas ce que je regarde, peut-être que ça peut vous inspirer. Et vous dire, Exactement. je le ramènerai sur un autre domaine, par exemple 0, 500, 100 ou 500 et plus, quitte à bien sûr prendre ce qui est bon, jeter ce qui est pas bon ou pas utile. Exactement. Le scénario n'est qu'un outil, on n'est pas obligé de se coller au scénario pour travailler. Enfin, nous, en tout cas, voilà, c'est plus ce qui en sort qu'on va utiliser que les scénarios eux-mêmes. Bon, alors c'est super parce qu'autour de la table, on voit qu'il y avait également un énergéticien. Vous avez des prismes différents. Et donc, Anne, quand tu prends ces éléments, qu'est-ce que tu retiens ou comment tu l'amènes sur le terrain? Alors, nous, on offre la mobilité, mais c'est vrai que, on l'a un peu évoqué au début de la conversation, hein, ces visions croisées, elles permettent de construire des perspectives nouvelles, plus riches, plus écosystémiques. Mais après, comme vous pouvez l'imaginer, les décisions de l'entreprise ne reposent pas que sur une vision comme ça. Donc, il y a je dirais, des axes stratégiques de l'entreprise. Donc, on va utiliser ces visions alternatives pour alimenter nos données propres et nos visions propres qu'on a dans l'entreprise qui développe sa stratégie. Je ne pense pas que ça modifie beaucoup la stratégie, mais ça questionne la stratégie, ça questionne les nouvelles propositions. Donc nous, ça participe beaucoup aux réflexions qu'on a dans nos processus d'innovation et ça sert je dirais, à alimenter vraiment, hein, comme d'autres scénarios, comme d'autres logiques qu'on développe, ça nous sert vraiment à alimenter des points de vue différenciés. Et avec ça, on interpelle en fait les fonctions de l'entreprise. Donc, on interpelle l'innovation, le design, la planification, etc.
mais pas qu'à travers un seul scénario, à travers plusieurs, je dirais un set de scénarios qui nous amènent à dire ces idées-là ou ces perspectives-là semblent converger, et donc c'est intéressant de vraiment se pencher sur la question. C'est plusieurs questionnements qu'on regarde, et ce qui est important pour nous, c'est un peu ce que tu disais, alors c'est pas forcément le scénario en soi, mais c'est après l'accompagnement qu'on va faire de ces différents scénarios, de ces différentes perspectives, vers une prise de décision ou vers une orientation, notamment sur le plan d'innovation. Donc pour nous, c'est très important d'avoir cette vision différenciée, et puis qui n'est pas interne Stellantis, mais qui est écosystémique pour justement nous aider à avancer. Voilà. Bon, bah, super. Alors, avant, on va passer à la séance des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Mais pour finir cette partie un peu de présentation des travaux, quel serait pour chacune d'entre vous, finalement, un mot de synthèse à ce stade? De notre côté, je pense que nous avons quand même mis en valeur les besoins de résilience. Donc, la résilience devient clé pour toutes nos évolutions produits et services. Donc, d'ailleurs, pas qu'à la conséquence de ce travail, mais d'autres des perspectives, nous retrouvons aujourd'hui la résilience comme un des piliers de la stratégie corporate Alstom. Et aussi, je pense que maintenant, plus d'un point de vue prospectif en soi, cette communauté prospective a vraiment fait preuve d'intégration et d'analyse systémique pour la mobilité. C'est vraiment de ça qu'on a besoin, quelque chose qu'on ne pourrait pas faire nous-mêmes toute seule parce qu'on va réfléchir uniquement à l'aspect ferroviaire. Donc, c'est très intéressant pour nous de partager ça, de continuer à partager cette approche systémique de la mobilité. Donc, je profite pour faire la pub pour la communauté parce que là, on a fait ce travail des 155 km, mais on continue et on continue avec plus de membres, plus de collaborations encore. Et aujourd'hui, on va sur des analyses prospectives sur la mobilité périurbaine. Donc, c'est très complémentaire à ce travail des 155 km qu'on a déjà montré aujourd'hui. Donc, c'est une invitation ouverte, bien évidemment, à partager et à participer dans la communauté prospective de Movinon. Bon, super. Anne, comment tu synthétiserais tout ça? Ouais, pas facile. Moi, je vais retenir un peu, je pense qu'on a toutes un peu le même point de vue. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé bien dans ce travail collectif, c'est qu'on est venu sans présupposer ni stratégique, ni d'intérêt business. Donc ça, c'est vraiment très bien, parce qu'on vient avec notre expertise, nos connaissances, nos données, et on a une volonté de partager cette vision. Et je pense que ça, c'est très important parce que, comme dit Juliana, ça permet vraiment de se construire des futurs possibles. On ne cherche pas du tout à dire il y a un intérêt plus pour l'automobile ou pour le train ou pour tel ou tel moyen de transport. On est vraiment dans une perspective de dire quels sont les possibles et quels sont les possibles en termes d'évolution. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Et moi, je remercie aussi, enfin, ce que je veux dire aussi, c'est que je remercie l'animation de Movinon, parce que je pense qu'on a une animation de qualité et que justement qui sait animer les gens vers un intérêt collectif, même si a priori on peut avoir peut y avoir des enjeux différents. L'automobile n'a pas toujours résonné dans la communication de manière très positive, mais là, on n'a pas de parti pris sur ce que c'est que l'automobile. Ce n'est pas on n'est pas seulement considéré comme un objet pollueur, et je trouve que c'est intéressant de le prendre comme un objet de mobilité en soi et de voir justement comment on peut le faire évoluer dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt d'avoir une vision plus sustainable dans le futur. Donc voilà. Donc, moi, je suis ravi de faire partie de cette communauté et d'avancer ensemble sur ces Oui, sujets de mobilité. et je rebondis sur ce que disait Juliana parce que j'étais au dernier atelier mobilité périurbaine animé par Bruno Bourdon de Moving On. Mm. Et même si j'arrive avec mes présupposés, parce que je suis humain, c'est quand même justement cette divergence et ensuite cette convergence qui est très riche. Laure, en synthèse.
En synthèse, je vais prendre un petit bout de Juliana et un petit bout de Anne. Mon petit bout de Juliana, ce serait Juliana invite. J'invite aussi. Enfin, moi, ça m'a donné envie d'inviter plus de coopération publique-privée au-delà de Moving On privé. En fait, on se rend bien compte que dans chacune de ces situations, qui ne partent pas toutes de la mobilité, mais qui décrivent la mobilité, il y a à un moment des acteurs publics-privés qui ont dû s'organiser de manière différente, plus ou moins flexible, plus ou moins dirigée, etc. Et ça, je trouve que voilà, c'est un point commun entre les quatre, l'alliance publique-privée à un moment, quelle qu'en soit la forme. Voilà, donc ça, je trouverais ça vraiment intéressant qu'on puisse continuer ce type de conversation avec des acteurs publics. Et le sujet où je prendrai un petit bout de ce qu'a dit Anne, c'est le sujet comment dire, des clivages, des polarisations, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des débats ou des discussions sur les manières de se déplacer, il y a souvent des crispations sur le moyen de mobilité qu'on emploie, l'impact écologique, les sujets sociaux, les sujets sanitaires. Enfin, il y a toujours quelque chose qui sort, la canicule récemment. Je trouve que cette analyse permet d'avoir à la fois de la lucidité, mais aussi de la finesse en fait dans le propos, de la finesse qui permet de dépasser les crispations du moment pour vraiment se projeter de manière vertueuse. Dans les quatre scénarios, il y a des choses vertueuses qui sortent. Il y a toujours enfin, bien sûr cette question, est-ce que c'est désirable, pas désirable? Dans chacun de ces scénarios, il y a des choses qu'on peut trouver désirables. Donc, moi, voilà, c'est le mot finesse qui me vient, c'est ça permet d'avoir un regard commun et à peu près fin sur le futur. Voilà. Pour rebondir sur le public privé, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a effectivement pris du temps dans son agenda pour échanger avec les dirigeants, membres de Moving On. Et effectivement, ça rejoint ce que tu disais ou ce que vous disiez sur l'écosystème, les différentes parties prenantes. Et c'est pas uniquement, même si aujourd'hui c'est principalement des acteurs du privé au sein de Moving On, on travaille aussi pour nourrir, en toute modestie, bien sûr, c'est pas là, pour alimenter les stratégies nationales, les travaux, parce que finalement, c'est pas un acteur tout seul qui va y arriver. Écoutez, super, merci beaucoup. Je vous propose de passer à la séance de questions. Donc, je vais en prendre une première, mais après, n'hésitez pas si vous envoyez ou autre. Donc, celle d'Adrienne Taylor. Alors, Adrienne, tu viens de terminer un projet sur la mobilité avec une échelle temporelle similaire, avec un facteur très important sur pourquoi les gens se déplacent. Donc, c'est implicitement potentiellement présent dans les scénarios, mais est-ce que l'une d'entre vous, ou plusieurs, pourriez préciser c'est quoi les raisons dominantes dans chacun d'entre eux ou en général par rapport à ça? Travail, alors même si vous aviez dit que globalement, ce n'était pas forcément le cœur sur les 100-500, mais pourquoi pas, les loisirs, les courses, etc. Donc, en gros, pourquoi est-ce que les gens se déplacent dans ce ou ces scénarios ou cet horizon 100-500? Alors, pourquoi les gens se déplacent? Je pense que ce que nous on dit le purpose, je suis désolé, j'ai plein de mots qui me viennent en anglais, mais je pense que ça changera pas. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est que ça dépend en fait des populations. Nous, on a analysé le propos de la mobilité suivant pour les plus jeunes, pour les plus vieux, en fonction je dirais, de leur lieu d'habitation, etc. On voit que les raisons sont très diverses. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a aujourd'hui en Europe une grande partie de la population qui ne commute pas, qui fait du voyage occasionnel, ce qu'on appelle l'errands, qui bouge pour aller faire du loisir, des choses comme ça, et une grosse partie de la population qui commute de moins en moins et qui dédie en fait sa mobilité justement à faire du voyage ou à aller faire ses courses, etc. Et ça, c'est lié au vieillissement de la population notamment, c'est ce qu'on observe. Mais je pense nous, on a des éléments qui nous permettent d'analyser un petit peu justement le propos de la mobilité. Alors, pas spécialement sur le 100-500, mais de manière générale. Et je pense que ça, c'est vrai que c'est important de bien comprendre ça pour derrière apporter des réponses. Comme il faut bien comprendre aussi les environnements où les gens vivent, parce qu'entre un milieu urbain et un milieu rural, c'est sûr que les questionnements, les problématiques et les tensions sont complètement différentes. Donc, c'est vraiment important.
Alors, Je dirais aussi que, juste un complément, que la désirabilité de la mobilité, elle reste toujours présente dans tous les scénarios qu'on a mis. Donc, les gens ont envie de se déplacer de toute façon. Et donc, la question, et surtout pour l'évolution de l'élément de transport, reste à quel prix et aussi à quelle accessibilité il peut y avoir, parce que la désirabilité reste au cœur de la mobilité. Donc, les gens, surtout dans cette public européen, ils ont toujours envie de se déplacer surtout pour pour des raisons qui ne sont pas liées au travail. oui, parce que la mobilité, c'est le droit des droits, parce que si j'ai pas de mobilité, j'ai pas de travail, j'ai pas de santé, j'ai pas d'éducation, j'ai pas de loisirs, tout ce que ça, donc c'est un prérequis. Euh, il y a une question de Philippe sur, justement, parce que ça reste peut-être assez qualitatif, des tendances. Est-ce que vous avez mené ou vous êtes appuyé sur des statistiques pour vos travaux? Oui, on n'a pas trop parlé de la méthodologie, mais on a suivi une méthodologie morphologique, donc scénario par variables et hypothèses. Donc, ça veut dire que nous avons pris les données associées à l'élément de transport de 2024, qui c'était les vues des scénarios. Après, on les a projetés avec des variables classiques comme la croissance de la population, la croissance économique des pays européens, ce qui nous a permis de faire les projections aussi et des variables et des parts modales à l'horizon 2040 pour les quatre scénarios. Donc, on a pris quand même les données et statistiques de la part modale et des kilomètres passagers des volumes de transport et on les a transposés en faisant évoluer ces variables économiques et d'accessibilité et contexte. Donc, les toutes reposent dans un exercice morphologique qui est à la fois qualitatif, mais aussi quantitatif. Et la lecture d'experts en plus Ouais. qui ont permis aussi de robustifier. Tout à fait. On a des questions aussi, je continue dans le chat parce que c'est le premier endroit pour le faire, de Tanguy sur le, les leviers. Alors ça rejoint un peu quelque part les stats ou les leviers qui peuvent amener à l'un ou l'autre de ces scénarios et potentiellement quand ils sont ou comment les surveiller, comment suivre justement des indicateurs par rapport à ça. Les leviers, on les trouve un peu induits dans les frises temporelles qu'on a montrées à chaque fois. En fait, le backcasting, si tu fais bien attention, Tanguy, le backcasting est fait en pastel. Ouais. Donc, en fait, il est narratif, mais dans le fond, il décrit bien les types de leviers qui pourraient amener à tel ou tel scénario. Et pour le suivi de ces triggers, en fait, qu'est-ce qui pourrait suivre, etc. C'est pas inclus dans le rapport parce que ça appartient en fait à chaque personne qui l'utilise. Mais théoriquement, en convertissant en fait tous ces éléments de backcasting, on a bien les triggers de chaque scénario. Enfin, en tout cas, une partie. Voilà. Donc les triggers, c'est les déclencheurs pour toi. Oui, c'est ça. C'est les choses à observer pour se demander vers quel scénario on va ou pas. D'accord. Et puis quelque part, ça incite à se l'approprier en disant qu'est-ce qui, dans mon activité, parce que à la limite, tu vois tous les indicateurs, mais finalement, quels sont ceux qui vont être plus personnels ou liés spécifiques ou ouais. spécifiques, ouais. Alors, je continue parce que c'est un peu ce que tu disais dans tes mots-clés ou ta synthèse, Juliana, sur la résilience. Mais est-ce que vous avez évalué la résilience de la mobilité dans chacun de ces scénarios par rapport, alors c'est la chaleur encore aujourd'hui, même si avec les orages, ça a un peu baissé, dans chacun de ces scénarios par rapport à des stress climatiques ou géostratégiques? Il n'y a pas une valeur résilience globale dans les scénarios parce que ça serait très compliqué ou très complexe à construire. Par contre, il y a quand même un regard sur la résilience de chaque mode de transport par rapport à tous les défis et challenges qui vont retrouver dans cette ligne de temps, dans les fresques. Donc là, on va avoir la réaction de certains modes, par exemple, dans les cas ferroviaires, on va retrouver des besoins d'investissement en infrastructures très importantes vu les fortes crises climatiques, donc l'impact des chaleurs des autres. Donc, on va voir que la résilience du mode complet
dépend énormément quand même de l'investissement qui s'est fait dans les infrastructures, au-delà de l'évolution du produit en lui-même, qui va devoir tenir compte de toutes ces nouvelles paramètres climatiques auxquels il va faire face dans ses opérations. Donc, on voit qu'il y a quand même pour tous les modes de transport des points de vigilance, de résilience, et surtout, il y a un besoin d'un regard de cycle de vie complet et qui n'est plus un investissement CAPEX uniquement, mais voir si on va voir l'opération du système dans son intégralité dans 30 et 40 ans, quelle est vraiment la résilience qu'on peut donner à ce système pour qu'il soit capable de revenir au service le plus rapidement possible une fois une disruption se présente. Donc là, on va avoir, j'ai envie de dire, un vue plus systémique, c'est ce qui pourrait être la résilience du système de transport. Alors, il nous reste très peu de temps. Ce que je propose, c'est que Jean-Baptiste Ségard, si vous voulez, vous poser la question à l'oral en quelques instants et puis qu'on réponde à peu près 1 minute. On vous entend pas. Le micro, il n'est pas encore ouvert. Une seconde. Ah, Sinon, vous pouvez poser la question dans le chat également. Merci. on vous entend pas, excusez-nous, mais on peut libérer le Bon. micro. C'est pas grave. Je vous propose, Jean-Baptiste, posez votre question dans le chat. Et sinon, il y a Nicolas Quad qui nous pose la question dans les scénarios. La mobilité abordable, donc affordable peut-être, si on vient souvent du partage, du covoiturage, de l'autocar, des politiques publiques. Est-ce que pour vous, il y aurait un scénario où ça viendrait d'abord de l'offre industrielle? Ça me fait penser au projet Popcar. Mais voilà, des petits véhicules électriques très abordables. Quand je dis, excusez-moi, le projet Popcar, c'est un projet de Moving On, justement un peu dans cette tendance-là. Mais par rapport au scénario, est-ce que vous l'avez travaillé ou pas? On évoque la proposition, je pense que c'est la question de la mobilité individuelle et de l'accès à la mobilité individuelle et la liberté de... Donc c'est vrai que Popcar, c'est une solution, mais les constructeurs travaillent sur des solutions plus abordables parce qu'on sait que les prix des véhicules ont beaucoup augmenté ces derniers temps par rapport aux revenus des populations. Donc, il y a une prise de conscience pour retravailler sur cette question d'offrir quelque chose d'abordable. Et quand on dit abordable, c'est effectivement quelque chose qui permet à chacun, avec un revenu moyen, de s'offrir un véhicule. Donc, il y a des choses qui sont faites. Popcar, il y a une ambition qui est écrite. Je pense qu'il y en a plusieurs. On a parlé aussi de choses peut-être plus partagées au niveau des véhicules. Ça peut être des logiques de partage, mais ça peut être aussi de réoffrir un véhicule individuel plus abordable. D'autant que nous, ce qu'on voit dans les études, c'est que les gens aspirent à cette mobilité individuelle. Donc, la logique de partage, c'est une logique de raison. Mais par contre, dans l'aspiration, on voit bien que beaucoup de gens encore aspirent à avoir leur propre mobilité, de maîtriser leur propre mobilité. Donc oui, il y aura quelque chose sur des offres plus abordables. D'un point de vue ferroviaire, c'est vraiment la capacité. La capacité qui va augmenter pour vraiment ramener un accès plus abordable à tous les passagers. Je fais une tentative, Nicolas. Non, il y a l'écho, c'est ça? Ouais. Ça va, vous m'entendez? Ok, super. Oui. Un grand merci à vous quatre. C'était passionnant et de partager les travaux de Moving On en prospective. Alors, je voulais partager une information que nous n'avons pas encore eu l'occasion de faire, c'est que le 13 octobre à Paris, à l'Hôtel de l'Industrie, nous organiserons une journée prospective Moving On qui sera hybride. Donc, pour les membres de Moving On seront sur place et puis on pourra avoir quelques invités. Donc, on précisera ça. Voilà, donc dans l'esprit de ce qui a été fait aujourd'hui et avec la Société française de la prospective
et une autre organisation que je ne connais pas bien, que je vous lis, qui est l'International Foresight Research Network, que vous devez probablement connaître, vous, dans ce métier. Voilà, première information. Deuxième information, on aura un prochain Moving on Insights. Merci à ceux qui nous suivent régulièrement. Le 17 juillet de 11h à 12h30, ça sera un Moving on Insights Focus Africa, la thématique vers une intégration numérique et tarifaire en Afrique. Et puis en septembre, les dates ne sont pas encore fixées, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un sujet porté par CGI avec la communauté pour l'impact AI for Mobility, présentant un panorama des cas d'usage de l'IA appliqué à la mobilité, et un autre probablement autour d'un partage de Propulse que Nicolas a sollicité. Voilà. Et puis un dernier point, alors tout le monde est en ligne, mais il y a une petite équipe qui est présente physiquement chez CGI, qu'on remercie de nous avoir accueillis dans ses bureaux. Donc on a une dizaine de membres de Moving On, en plus des 63 qui sont en ligne. Donc c'est un très beau taux de participation pour écouter ces informations, et on pourra retrouver le lien, je crois, pour télécharger le rapport. 100-500. Merci à tous, à bientôt. Merci. Merci. Merci Bonne énormément. À Au pied, revoir. ou en calèche, ou en voiture, ou en transport en commun. À bientôt. Merci. À Au bientôt, revoir. au revoir. Merci, au revoir.